Honnêtement, est-ce que tu achèterais un logement présentant tout un tas de fissures dans chaque pièce? Difficile de répondre à cette question, d'autant que si tu fais des recherches dans le but d'acheter un logement, comme ici je suis dans l'ancien, cette maison de ville date de 1905-1906, tu vas forcément trouver des fissures. Plafond, murs, il y en a même sur le sol, et j'en parle même pas, parfois la façade est également concernée. Dans cette vidéo, on va s'intéresser justement aux fissures. Je vais te dire pour chacune d'entre elles si oui, ça passe, c'est pas méchant, ou si au contraire, tu dois tourner les talons, ce qui te permettra d'affiner tes recherches et surtout t'apporter un éclairage supplémentaire parce qu'il y a bien une différence entre une petite fissure qui ferait allez, 5 à 6 cm de longueur, alors que cette dernière ici, elle est franchement bien dégueulasse. Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. On rentre directement dans le vif du sujet et à chaque fois que je vais te présenter une fissure, je vais te donner également une notion de coût de réparation, comme si c'était par exemple moi qui venais intervenir chez toi. Alors attention, le prix que je vais te donner, c'est un prix de départ hors TVA, hors taxe. C'est juste pour que tu aies une idée. Ça te permettra de voir si tu te sens de le faire ou si au contraire tu as besoin plutôt de faire appel à un professionnel. Il faudra en tenir compte donc dans le budget parce que parfois on pense qu'avec 3 francs 6 sous on peut faire des travaux alors qu'en réalité il va falloir faire tourner la planche à billets. Avant d'avoir les yeux rivés au sol, il y a un petit investissement à faire, peu importe que tu cherches un logement ancien ou plus contemporain, il faut impérativement bien s'éclairer avec un bon spot. Ça va te permettre de faire ressortir certains défauts. Si tu me suis sur la chaîne, tu sais que je suis toujours accompagné de spots sur batterie avec un trépied qui dispose d'un flux lumineux d'environ 2000 à 2500 lumens. Si tu veux pas dépenser un fric fou, sache que des magasins comme Lidl en proposent. Ça convient très bien et ça t'aidera vachement bien, surtout lors de ta recherche de logement. Prenons le cas de ces carreaux de ciment. Tu poses bien le spot pour avoir une lumière rasante. On va remarquer que celui-ci est fissuré. Ça part également là. Ici, cassé, fissuré. Celui-ci et celui-ci, à une époque, ça a été réparé parce qu'on voit qu'il y a un petit coulis de ciment. Et ici, les joints sont écartés alors que les carreaux sont posés à joint vif. Le coulis est également présent, ce qui signifie qu'il y a bien eu une contrainte mécanique quelque part dans cette zone. Ici, c'est intéressant parce qu'il y a la présence d'une cave. On va y faire un tour. Elle ne couvre pas tout le rez-de-chaussée. La cave se trouve derrière cette pièce, le salon. Ici, là où je me trouve, c'est le couloir, mais c'est surtout une zone terre-plein qui peut être constituée d'une mise en forme avec quelques déblais, chape maigre et dessus on vient sceller les carreaux de ciment. Ça peut être également un hérisson de cailloux et bien sûr une chape maigre pour pouvoir les sceller. On a donc des matériaux de nature différente. On a également une zone quelque peu sensible puisque là j'ai le départ de la cage escalier et étant donné qu'on a une cave, on va apporter quelques éléments de réponse afin de savoir pourquoi ici ça s'est fissuré et pourquoi également les carreaux qui se sont un peu soulevés. Prenons le cas de ce carreau et dans une moindre mesure celui-ci. On remarque bien qu'il y a un soulèvement. C'est une contrainte mécanique, mais dans notre situation, ça s'explique assez aisément. Je suis dans la cave, je me trouve juste en dessous de la zone que tu viens de voir, quelque part par ici. J'ai la sous-face d'un plancher métallique à voûtin. Ce sont des briques qui peuvent être pleines ou creuses. Ça, c'est intéressant parce que j'ai donc des voûtins qui sont différents de la zone environnante. J'ai la présence ici et là, et même ce mur, ce sont des refends intérieurs car la fondation de la maison est côté couloir, mais à son extrémité, c'est-à-dire une zone que l'on ne voit pas, qui est cachée, forcément enterrée. Conclusion, et ça reste que du conditionnel, on a ici un plan qui est différent des matériaux qui ne travaillent pas de la même manière. Si cette situation, tu l'observes lorsque tu visites un logement et que c'est très localisé, pas de problématique
particulier. Il y a donc une contrainte mécanique qui peut être un petit tassement différentiel. On a des carreaux de plâtre qui viennent rentrer en tension. Selon l'intensité et la fragilité éventuellement des carreaux de ciment, tu l'as vu, ils vont se fissurer. Mais parfois, le carreau va exercer une certaine résistance. Il y a un phénomène de poussée. Les carreaux vont donc se soulever. Mais ne t'attends pas à foutre en l'air, par exemple, le plancher voûtin. Si c'est un petit tassement, on peut le corriger. Par contre, si le sol a beaucoup plus travaillé ou si c'est pas mal réparti, que ce soit au-dessus d'un plancher à voûtin ou plus largement d'un terre-plein, ça doit attirer ton attention parce qu'un affaissement, une mise en contrainte, c'est pas forcément anodin et cela va te demander de débloquer du budget que tu n'avais peut-être pas à consacrer au sol. Pour te donner une idée de ce que ça coûte, remplacer comme ici un ou plusieurs carreaux de ciment, je vais te parler non pas au mètre carré, mais à l'unité. En sachant que le prix que je vais te donner, c'est dès l'instant où on doit changer des carreaux de manière très disparate. S'il faut commencer à changer 4 à 5 carreaux qui sont l'un à côté de l'autre, les coûts sont quand même moins chers parce qu'il est facile après de soulever les carreaux pour pouvoir les enlever, voire même éventuellement les réutiliser s'ils ne sont pas fissurés ou cassés. Première chose à effectuer, tu vas plutôt faire d'ailleurs une recherche sur le Bon Coin, il faut retrouver des motifs qui sont très proches de ton sol. Les carreaux s'achètent rarement à l'unité, on va plutôt tourner au mètre carré. Ce genre de motif, il faut compter globalement 50 € le mètre dès l'instant que les carreaux sont d'une allure satisfaisante. Ça peut aller à 100, 120, 130 € le mètre pour des carreaux qui seraient en très bon état. Si tu confies la réparation à une entreprise artisanale comme la mienne, hors achat des carreaux, puisque ça c'est vraiment toi qui dois t'en occuper, il faut compter globalement 150 € hors taxe par carreau. Cela comprend la découpe, ça c'est un travail qui est minutieux parce que les carreaux sont posés à joint vif et ils sont particulièrement bloqués. Un rien va les marquer, voire même les ébrécher, donc ça c'est une opération qui est minutieuse. Ensuite le carreau est purgé, évacué, il faut nettoyer la chape maigre, nettoyer la mise en forme parce que ça pue s'affaisser, refaire une mise en forme, repréparer une petite chape maigre et venir sceller le carreau que tu auras donc acheté. Si tu es en pleine recherche d'un logement ou plus largement tu as attaqué des travaux et tu fais face à des difficultés, que ce soit des fissures ou bien autre chose, n'hésite pas, on peut échanger ensemble en visio. Je t'apporte des réponses concrètes et un protocole bien personnalisé pour que tu puisses poursuivre tes travaux ou tes recherches avec beaucoup plus de sérénité. Les tomètes de sol hexagonales, il n'y a rien à dire. On est bien en Provence. Je suis dans une chambre au sud, à l'étage, plancher en bois, mais sur ce dernier reposent des tomètes. Ce sont donc des petits carreaux hexagonales, d'une épaisseur assez réduite, c'est donc plus léger, c'est de l'argile rouge, et la mise en œuvre, parce que le principe c'est une pose à joint vif et elles se tiennent toutes entre elles un peu sur le système de l'autobloquant. C'est scellé à l'aide du plâtre, bien souvent du plâtre Cholet. Ça épouse, on va dire, relativement le support, si tant est que le plancher n'est pas forcément bien à l'aplomb. Si tu visites un logement et qu'il y a des tomètes, qui peuvent être de forme hexagonale, carrée et également rectangulaire, les yeux bien au sol, lorsque celle-ci se fissure, parfois c'est tellement discret que tu ne le détectes pas, et il y a autre chose qui doit attirer ton attention, en particulier si tu convoites un logement et que ce dernier est quasiment vide. Ici, j'ai de la chance, le plumard a été conservé. On s'aperçoit que la tomette qui est présente sous l'un des pieds est bien fissurée et de l'autre côté, c'est le même cas. Le constat est intéressant dans cette pièce parce qu'on a le plumard qui est en place, les tomètes qui n'ont pas la même résistance mécanique qu'un carreau de ciment, pas du tout sur la même épaisseur d'ailleurs. Elles se sont fissurées, cassées, tout simplement parce qu'il y a eu un poinçonnement très localisé. Un plumard peut accueillir 1 à 2 personnes, parfois un peu plus selon ce que tu fais. Et au-delà du fait qu'ils servent à dormir, dans un plumard, c'est vrai que tu fais parfois bien d'autres choses. L'ennemi de la tomette, c'est le poids qui est vraiment concentré. Et qu'est-ce qui concentre le plus de poids sur un même endroit, une même zone ? Ce sont les meubles. Tu vas trouver également des tomètes cassées, fissurées dans certaines zones d'un logement, en particulier si ce dernier est vide, parce qu'une grosse armoire, ça fait un poids de dingue quand c'est bien chargé. Si tu devais conserver le sol,
Faut trouver de vieilles tomates et tu arriveras à t'en accommoder, à réparer. Les cassures sont alors sensiblement proches des murs. Ce qui doit vraiment plus t'attirer l'attention, c'est lorsque des tomates sont cassées, fissurées un peu de manière disparate. Si tu en as beaucoup dans une pièce, à l'étage, ça peut signifier que le plancher est en train de fléchir, de flamber, éventuellement par surcharge, éventuellement également parce que les portées sont trop importantes, éventuellement aussi parce que le temps fait son œuvre. Ici, le logement a quand même 120 ans. Des tomates qui sont cassées de manière localisée, ce n'est pas méchant. Si la casse est beaucoup plus répandue, il faudra que tu te poses la question de savoir si oui, tu voulais conserver le sol et que tu es prêt à faire des travaux. Au contraire, les tomates, tout ça, c'est quelque chose où tu t'en tamponnes et que tu veux passer à autre chose. Mais il faudra prêter une attention au plancher parce que ce dernier est peut-être en souffrance. Éclaire bien le sol à la lumière rasante. Tu regardes les tomates. Tu vois, on est à joint vif. Tu as toujours un peu de matière, un peu de dépôt qui vient se mettre avec le temps. Donc on a vraiment les tomates qui sont bloquées les unes aux autres. Mais parfois, il peut en avoir une, comme celle-ci, voilà, qui a lâché. C'est pas méchant en soi dès l'instant où tu en as qu'une seule qui lâche. Ça peut être également un défaut d'adhérence. Le plâtre n'adhère plus. Si c'est très localisé, j'ai aucun problème, c'est pas méchant, tu peux la sortir tranquillement, tu procèdes à la réparation. Par contre, dès l'instant où tu as des tomates qui commencent à bouger un peu de partout, c'est pas la même musique. Derrière, tu vas avoir des travaux de réfection de sol à prévoir. Réparer et remplacer une tomate, cela ne semble pas si compliqué. Leur petite taille n'est pas forcément un atout, parce que quand elles sont bien emboîtées, qu'elles sont fissurées, que tu dois la remplacer, mais que cette dernière ne bouge pas, c'est un travail qui prend un peu du temps. Prenons le cas de cette tomate. Elle est fissurée de part en part, il n'y a pas de jeu, elle ne bouge pas. Ce qui signifie qu'il va falloir, avec une toute petite meuleuse, celle équipée d'un disque de 76 pour information, faire une bonne petite croix, et ensuite, avec un petit burin électricien, venir purger en veillant à ne pas ébrécher. C'est facile de lui mettre un petit coup, c'est de l'argile rouge, là on en a ici, là elle s'est ébréchée, ici j'en parle pas. Quand on vient remplacer une petite tomate de manière isolée, parfois en voulant en changer une seule, tu peux en abîmer plusieurs. Tu vas donc avoir besoin de trouver des tomates. En l'occurrence, moi le sol, ce sont des tomates hexagonales. On peut en acheter sur le Bon Coin à l'unité. Une tomate d'un état satisfaisant, faut compter 1 €. Une tomate dans un excellent état, c'est 2 €. Une tomate neuve peut coûter à l'unité, j'entends, entre 2,50 voire même 3 €. Tu vas me dire 2 à 3 € la tomate, c'est pas très cher en soi. C'est pas faux si tu en as une petite dizaine à changer. Mais si tu en as beaucoup à remplacer pour couvrir une superficie d'1 mètre carré, il t'en faut entre 100 à 115. À 3 €, on dépasse déjà les 300 balles du mètre. Lors de ta visite, essaye de bien observer le sol pour repérer. Alors, je ne dis pas de compter à la virgule, c'est pas le but, mais déjà te faire une idée de savoir combien tu vas avoir de tomates à remplacer. Et il vaudra mieux à ce moment-là, si tu en as déjà à peu près une soixantaine, les acheter directement au mètre carré. Le tarif est beaucoup plus attractif. Si un professionnel doit intervenir pour venir remplacer des tomates de manière très localisée, un prix de départ cohérent, c'est 80 € hors taxe à l'unité. Prends bien les cotes, un demi-centimètre de plus ou de moins, c'est terminé, c'est vilain comme tout, et pour les ajuster, c'est très compliqué. Une petite fissure murale comme celle-ci, tu vas me dire que c'est rien du tout. En plus, elle fait quoi? 0,2, 0,3 mm de largeur, enfin c'est vraiment peanuts. Ce n'est pas tout à fait la bonne attitude à adopter lors de ta visite. Oui, elle n'est pas très large. Oui, il n'y a pas de désaffleur de matériaux, ce qui doit vraiment attirer l'attention. Par contre, elle a une forme particulière. Elle n'est pas verticale ou horizontale, elle part à l'oblique ou en escalier, ça indique bien souvent un problème de tassement, en l'occurrence un tassement différentiel. Cette face de mur, c'est une cloison, cette face de mur, c'est le mur porteur, un bon son plein, un son creux mais quand même amorti, cloison brique plus plâtre, mais sur la ligne de rupture, la fissure, on a un son sec,
qui claque. Première chose à effectuer dans ce genre de situation, si tu as la présence de fissures qui virent à l'oblique ou en escalier, en particulier sur des cloisons, cherche donc à faire le tour de la fissure entre guillemets et aller dans la pièce qui est attenante. On va y faire un tour puisque derrière cette porte, on a les toilettes. Bien tiens, elle est là la fissure. Et rebelote, elle part gentiment à l'oblique. Elle est donc traversante. Cette cloison a été bâtie ourdée sur un axe particulier puisqu'elle est en fin de plancher à voûtin. Ici, le terre-plein. Avec le temps, il est tout à fait normal d'avoir un phénomène de tassement. Alors attention, on ne parle pas d'un tassement différentiel de fondation. Là, ça serait beaucoup plus marqué. Ça ne serait pas des fissures qui apparaissent, mais bien des lézardes. C'est pour l'instant uniquement dans les matériaux. On est quand même à la jonction entre deux matériaux différents, un mur porteur et une cloison qui est assez longue d'ailleurs. Le tassement, dès l'instant qu'il intervient, mais même de quelques millimètres, il faut bien penser que cet ensemble de briques, et on a 3,50 m, 3,60 m d'auteur sous plafond, ça fait un certain poids. Si ça se tasse juste dessous la ligne de briques, la première en l'occurrence celle qui est dressée ourdée, ça va venir un petit peu travailler, ce qui vient provoquer ce genre de fissure. Une fissure qui descend pour l'instant à l'oblique, mais qui pourrait tout à fait, avec le temps, commencer à suivre les joints des briques pour pouvoir ensuite faire tranquillement sa petite descente comme un escalier. Est-ce que ce genre de fissure, cela doit forcément te faire tourner les talons? La réponse est non. Il faut être en mesure de comprendre pourquoi il y a ce type de fissure. Ici, il y a une explication qui est rationnelle. Alors, ça reste du domaine de la probabilité. Je ne peux pas sonder, je ne peux pas faire de recherche. Et c'est ce que moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même sur divers chantiers. Dans un logement que tu vas aller visiter, ce type de situation, tu peux le rencontrer dans d'autres pièces. S'il n'y a pas de matériaux en désaffleur et que la fissure n'est pas très large, ça reste modéré. Si le tassement n'est pas évolutif, n'est pas actif, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Ce genre de fissure peut se réparer en mettant en œuvre une trame en fibre de verre, 165 grammes au mètre carré, ce qui permet de répartir les contraintes mécaniques, l'effort, et limiter la fissuration de ton enduit. Mais si c'est déjà plus large, du désaffleur, que ça descend beaucoup plus profondément, attention, ça signifie qu'il y a un tassement qui est beaucoup plus important, alors qui peut être rez-de-chaussée, mais également à l'étage. Tout ça, il faut bien en tenir compte parce que ton budget travaux va donc être considérablement différent. Dans mon cas, tu observes sensiblement la même chose et de manière localisée. Ça n'a pas de conséquences dramatiques. Tu vas pas te lever un matin et ta cloison, elle sera partie dans le cacaboudin. Pour traiter une fissure murale, cette dernière vire à l'oblique et en plus elle est traversante dans la pièce à côté, tu vas avoir un prix de départ d'environ 80 € hors taxe le mètre carré. Alors j'entends, le mètre carré c'est une face et tu auras donc de l'autre côté également un autre mètre carré. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Dans les 80 €, il va y avoir la purge, la réparation qui peut se faire à l'aide du plâtre ou éventuellement d'enduit, enduit de rebouchage, enduit cellulosique si on veut aller un petit peu plus vite. Et également la mise en œuvre d'une trame. Alors attention, trame de 165 grammes au mètre carré qui est noyée dans de l'enduit, mais qui n'est pas complètement recouverte, ce qui signifie qu'on parle d'un traitement localisé et pas d'un enduisage général de support. Dès l'instant où il n'y a pas de raison de mettre en œuvre une trame, parce qu'il ne faut pas s'amuser à mettre de la trame sur 10 mètres de long, parce qu'on a un doute ou qu'on ne sait pas. La trame, elle répartit les efforts et les contraintes là où c'est nécessaire. S'il n'y a plus de fissures à traiter, s'il n'y a plus de trame, il va quand même bien baisser et c'est la multiplication des passes d'enduit qui vont te permettre d'avoir un support propre. À ce moment-là, le tarif il baisse, tu es globalement entre 45 à 50 € du mètre carré. Prix de départ, j'insiste bien là-dessus. Avant de te montrer à l'étage des fissures plus spectaculaires, on va terminer au rez-de-chaussée avec des fissures qui sont plutôt esthétiques. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les regarder lors de ta visite, mais ne te retourne pas trop la tête. C'est pas bien méchant et les réparations sont quand même faciles à mettre en œuvre. Prenons le cas de cette fissure qui vire à l'horizontale. À une époque,
il y a une menuiserie de rénovation qui a été mise en œuvre. Ça, c'est le mur plein, donc c'est toute la partie allège. Mais ce que tu entends là, ce son légèrement creux en quelque sorte, c'est la pièce d'appui de l'ancien dormant en bois, qui n'a pas été donc cachée par un couvre-joint en PVC, puisque c'est une menuiserie en PVC. Le bois et ici le plâtre, ça fait pas forcément bon ménage. C'est une menuiserie extérieure, donc ça a tendance à travailler, ça vient tout fissurer. Si tu dois changer la menuiserie, forcément la pièce en bois, tu vas la dégager. Si elle est conservée, tu mets en œuvre un bon couvre-joint, tout ça sera caché, l'affaire sera réglée. Prenons le cas de cette petite fissure. Tu pourrais lors d'une visite en observer pas mal. Dans l'ancien, c'est courant. Alors ça, c'est très trompeur. Ce n'est pas le plâtre qui a fissuré. Quand j'appuie, ça bouge. On a une rupture du feuille, donc le film de peinture. Quand la peinture vient se fissurer, c'est la plupart du temps un défaut d'adhérence. Et dès l'instant, tu vois, regarde, je tape, ça claque, c'est pas le plâtre qui claque derrière. Il y a dû y avoir un défaut d'adhérence à une époque. C'était précaire, ça a été repeint, ça tient une paire d'années, mais dès l'instant qu'il y a une petite sollicitation, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, hein. Ici, on a un placard encastré, tu vois, on est sensiblement dans le même axe. Eh bien, il suffit que tu te mettes pour diverses raisons à bouger le placard, à le charger, à l'ouvrir, à le fermer, à le claquer même. Ça vient provoquer ici une ligne de rupture parce que le fond était déjà en lui-même précaire. Je te parle rapidement des petites fissures qui sont principalement esthétiques. C'est généralement pas un travail qui se chiffre au mètre carré, mais bien à l'unité. Petite fissure du feuille de peinture, c'est un travail qui coûte entre 100 et 120 € l'unité, parce qu'il va y avoir forcément du grattage, un peu d'impression, éventuellement un fixateur si on ne met pas d'impression, mais il y a tout un tas de passes d'enduit, puisque le principe c'est de réparer de manière localisée. Les zones environnantes ne sont pas touchées. Donc la réparation ne doit pas se repérer. Toutes ces petites fissures peuvent avoir des coûts qui sont un petit peu plus importants, voire même un peu moins importants, parce qu'il y a bien une différence entre faire venir un artisan pour de petites fissures et faire venir un artisan dans le cadre d'une rénovation, des choses plus importantes. Il pourra plus facilement consacrer du temps entre deux séchages. Le faire venir que pour des petites choses, ça veut dire qu'il est obligé de se déplacer, et le déplacement, ça coûte de l'argent. Terminer les fissures bisounours, on va s'intéresser à celles qui sont plus préoccupantes. Sur cette face de mur, quelque part au milieu, il y a quelque chose qui doit attirer ton attention. Si tu souhaites acheter un logement dans l'ancien et que ce dernier est bien dans son jus, tu vas forcément rencontrer du papier peint sur les murs. Alors, je dis pas dans toutes les pièces, mais là je suis dans une chambre, on voit bien qu'il y a du papier peint avec les fleurs bleues. Donc tu t'éclaires bien à la lumière rasante, tu observes. Ici on a une fissure murale, elle est assez large hein, parce qu'on arrive à bien la distinguer. Elle fait son petit bonhomme de chemin. On voit qu'elle a mis un petit peu en tension d'ailleurs le papier. À des endroits, elle a même déchiré et puis en fin de compte, elle continue pour aller rejoindre le pied du mur. Première chose à effectuer, tu fermes ton poing et tu vas venir sonder. Avant de sonder dans la zone de la fissure, donc la ligne de rupture, il faut que tu habitues ton ouïe. Surtout si tu n'as pas l'habitude des différents types de matériaux que l'on peut rencontrer. J'ai un son franc qui est relativement clair ici. Un son qui est un peu plus creux, c'est normal. Cloison en brique plus plâtre. Donc là déjà, tu habitues un petit peu ton ouïe. Maintenant, on va se déplacer en fin de compte, se transporter vers cette fameuse fissure. Ok. Tu l'as entendu, le son est creux sur à peu près 50 à 60 cm de longueur. Tu ne viens pas de trouver le petit trésor. Les papis-mamies qui vivaient là, ils n'ont pas caché les bifetons et les louis d'or derrière. Ce que tu viens d'écouter est en réalité ce qu'il y a quelque part caché, encastré dans cette face de mur, c'est tout simplement un conduit de cheminée. À l'époque, nos anciens n'avaient pas de clim pour refroidir ou chauffer leur petit cul. Ils utilisaient tout simplement des cheminées ou éventuellement des poêles à charbon. Et ce logement qui fait globalement 90 mètres carrés, ben mine de rien, il y a 3 conduits de cheminée. Sans te faire un cours de fumisterie, le fait d'encastrer directement le conduit à l'intérieur des murs, en l'occurrence des murs
porteurs, les murs maîtres, parce que là on a bien 60 cm d'épaisseur, c'est des murs en moellon. C'était très pratique puisqu'en chauffant le rez-de-chaussée, il pouvait ensuite chauffer certaines pièces de l'étage. Ce que tu as entendu, c'est le conduit, car le conduit est maçonné avec des briques. Alors attention, on ne parle pas de boisseau, ce n'est pas un conduit étanche, ce sont des briques qui sont ourdées, parfois même de manière un peu sommaire, briques pleines, mais on trouve également des briques creuses. Ce brave conduit, il réagit, il travaille différemment vis-à-vis du support, en l'occurrence d'un mur en pierre, d'un mur en moellon. Les briques et le support sont soumis à des variations dimensionnelles, en particulier la dilatation, et même si le conduit n'est plus utilisé pendant, je sais pas moi, des décennies, il y a bien une époque où ce dernier a fonctionné. Les fissures que tu vois, ce sont justement des fissures de dilatation qui sont parfois très parallèles. Là, on a de la chance, entre guillemets, il n'y en a qu'une seule. Donc cela a marqué un côté de notre conduit, mais parfois, tu vas arriver à les avoir toutes les deux. C'est quelque chose que tu peux réparer. Si le conduit de cheminée doit reprendre du service lorsque tu vas être dans le logement parce que tu en fais l'acquisition, je te conseille vivement de le tuber parce que ça, c'est pas les meilleurs conduits. Si pour diverses raisons, il est plus utilisé et que tu ne fais pas de doublage et que tu vas faire donc des travaux principalement d'enduit, en mettant en œuvre une trame en fibre de verre de 165 grammes, tu arriveras à t'en accommoder. Ça a l'air un peu impressionnant et c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi je me retrouve avec une fissure en plein milieu d'un mur, dans une pièce, bien souvent dans une chambre. Ferme bien le poing et sonde et tu vas voir que cela va t'aider. Et en complément de ceci, renseigne-toi bien sur le nombre de cheminées que possède le logement. Elles ont pu avoir été abattues à une époque, mais les conduits être toujours présents. Une fissure murale, comme on vient de voir, on a des matériaux qui sont différents. On ne parle pas d'un traitement localisé de la fissure, il va falloir mettre en œuvre une trame en fibre de verre, j'en ai parlé, sur l'ensemble de la face de mur pour pouvoir bien répartir les contraintes mécaniques. Il faut donc ouvrir la fissure, la purger, éventuellement mettre un fixateur ou utiliser une eau de chaux si on a une notion de perspirance, c'est le cas pour cette face de mur, reboucher et ensuite poser la trame. C'est un travail qui coûte à minima 80 € hors taxe du mètre carré. L'apocalypse était now. Regarde-moi cette fissure, le désaffleur que l'on peut avoir. Elle court ici, là, même chose. Le papier peint, il est vraiment mis en tension. C'est du plâtre, donc on a tout ce morceau-là de plâtre qui a singulièrement travaillé. Et au fur et à mesure que l'on descend, à peu près à partir d'ici, la fissure est beaucoup plus modérée. Elle va rester finalement bien présente dans la queue, mais sans forcément tirer des matériaux. Ces fissures, je les aime bien, car elles sont toujours un petit peu ambiguës. On va en parler, mais sache que si c'est léger, pas de problème particulier. Si c'est très prononcé, tu peux même aller jusqu'à la ruine du logement. Première chose à effectuer en complément de la lumière rasante qui est primordiale. Là, tout apparaît sous l'effet de la lumière. Tu fermes ton poing et tu sondes. Un son clair, un son franc, c'est le mur porteur. Cloison, brique, plus plâtre. Elle est assez haute puisqu'elle prend toute la cage d'escalier ainsi que le rez-de-chaussée. Et je veux dire, Dieu sait que c'est haut. Ce que l'on observe ici, c'est un déversement de mur. C'est un mur qui subit une perte d'aplomb à partir de la partie supérieure de l'ouvrage. En l'occurrence, au plus près de la toiture, donc la couverture, tout ce qui est charpente, on a le mur qui va commencer à se pousser, à déverser vers l'extérieur, comme si ce dernier voulait faire le grand plongeon. Le déversement, c'est quelque chose qui peut se mesurer assez facilement. Après, il faut arriver à bien l'interpréter. Mais si tu prends un fil à plomb que tu viens te positionner au plus haut, que ce dernier va donc descendre, on va être en faux aplomb. Le déversement qui s'exprime en millimètres par mètre va donc avoir une incidence. Ici, je l'ai déjà mesuré, j'ai 5 mm de déversement par mètre. C'est donc, somme toute, très léger. Quand tu commences à avoir 30 à 40 mm par mètre, là oui, attention, ça peut vraiment conduire à la ruine de l'ouvrage. Mais dans ces conditions-là, ici, c'est très écarté,
très fissuré, beaucoup de matériaux en désaffleure et au niveau de la façade, c'est quelque chose qui finit par s'observer. On a donc un déversement qui est léger, mais chose intéressante, si tout l'ensemble de la face de mur se couche légèrement, principalement sous l'effet d'une poussée de la charpente, parce que cette dernière travaille, le fait d'avoir des matériaux ici de construction qui diffèrent, en particulier cette cloison en briques qui vient perpendiculairement rejoindre le mur de la structure, ce n'est pas sans conséquence. Ici, c'est très inerte. Le mur maître perd un petit peu d'aplomb, qui a donc pour conséquence d'exercer une tension ici à l'intérieur de l'accueil, parce que l'écueil, c'est vraiment un point, une ligne de rupture naturelle. Quand ça se fissure à la jonction de cloison en briques, c'est bien souvent là. Comme c'est un petit peu plus important, ça vient donc tirer, amener des matériaux. Ce que l'on peut voir, toutes les parties de plâtre en désaffleure, c'est tout simplement le plâtre qui lui veut rester sur le même plan, alors que le mur maître, lui, est en train légèrement de s'écarter, de pencher. Est-ce que c'est quelque chose qui doit t'inquiéter? Oui, si c'est beaucoup plus marqué, c'est-à-dire que, comme expliqué, le déversement est beaucoup plus important. À l'extérieur, cela s'observe. Au moindre doute, on fait venir un expert en bâtiment ou, idéalement, un ingénieur structure, un bureau d'études technique qui sera en mesure de dire si oui, il y a une menace sur l'intégrité de l'ouvrage ou s'il peut y avoir des solutions pour pouvoir peut-être pas corriger le phénomène, mais du moins cesser sa progression. Mais attention, tout ceci a des coûts. Si tu es un peu ric-rac et que le déversement est assez prononcé, je te conseille vivement de tourner les talons et d'aller trouver un autre logement. Par contre, si le logement que tu recherches, je sais pas moi, c'est un cadre exceptionnel et qu'en fin de compte, d'un déversement léger, on est plutôt modéré et que tu as le budget pour faire des travaux, pour pouvoir corriger, reprendre, stabiliser, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Pour que tu puisses comprendre le mécanisme du déversement, sans devenir un ingénieur structure, ce n'est pas le but, mais c'est pour que cela t'aide à comprendre ce logement du début du siècle dernier et jusqu'à sensiblement les années 25, les années 30, ne disposait pas d'acier de construction. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de poteau d'angle et même plus largement, les linteaux ne sont pas ferraillés, il n'y a même pas d'usage de béton, puisque ici les linteaux sont en bois et on a un appareillement avec des pierres de taille pour toute la partie extérieure. Les murs sont certes larges, ils se tiennent par l'effet de masse parce que c'est très très lourd. La maison, en l'occurrence celle-ci et finalement tout l'alignement du quartier, ne dispose pas de tirants métalliques. Tu les as peut-être vus quand tu fais justement des visites. Lorsqu'un logement présente des façades libres sur tout le périmètre, typiquement une petite maison isolée, tu vas voir apparaître dans les angles des croix. Parfois la lettre K ou la lettre S, ce sont donc ces fameux tirants qui permettent au mur, en particulier le haut du mur, de ne pas s'écarter. Sinon, très honnêtement, avec le temps, les 4 murs, avec le phénomène de poussée, ils déverseraient. Ici, nos anciens n'ont pas jugé bon d'en mettre en œuvre. Le pignon est-ouest est coincé, bloqué par l'enfilade, la succession de maisons, mais on a quand même 2 façades libres en soi. Celle au nord et celle au sud. Le seul endroit où on a eu un déversement, c'est au nord, et je vais te le montrer rapidement, également au sud. Avec le recul, les tirants auraient dû être présents à minima sur ces 2 faces opposées afin de tenir mécaniquement et éviter ce genre de désordre. Pour que tu puisses te rassurer, parce qu'un déversement c'est quand même assez impressionnant, ici tu as un mur maître, c'est le mur est, ce fameux mur il est bloqué avec le voisin, et ici on a le mur nord, comme je t'ai expliqué, façade libre. Ici au niveau de l'accueil, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de matériaux en désaffleure. Ce mur étant bloqué, il n'y a donc pas de phénomène de pousser la charpente ou même plus largement, et c'est un petit peu moins courant, mais on pourrait avoir un plancher qui pousse, il ne se passe rien parce qu'on est beaucoup trop proche d'un mur qui est bloqué par une autre succession de murs. Alors que là, plus on va se déplacer, je suis plus sujet à déverser. Dès que j'ai rencontré une cloison qui est un ouvrage quand même léger, il va y avoir une incidence. Prenons le cas ici. Je suis donc à l'opposé, façade libre au sud. À la jonction avec cette cloison qui sépare les 2 chambres, on voit bien des matériaux en désaffleure. Ici, le papier peint
c'est un petit coquin parce qu'il cache bien, mais là, je pense que tu le vois. Je peux te dire qu'on a un gros désaffleur de matériaux. Là, ça a déchiré le papier peint et la fissure va tranquillement poursuivre son chemin pour aller rejoindre le plancher. Si tu rencontres ce genre de situation avec un déversement de l'ordre de 5 à 10 mm par mètre, ça reste léger. Une fois que tu as purgé les matériaux, si tu ne fais pas de doublage, j'entends, c'est-à-dire simplement rénovation du support, tu mets en œuvre une trame 165 grammes au mètre carré et tu vas arriver à t'en accommoder. Que coûtent les désordres qu'a provoqué un déversement? Alors attention, je parle bien d'un déversement léger, 5 à 10 mm par mètre. Je ne parle pas d'un déversement où il faut sortir l'artillerie lourde, les téments, la grue, le machin. Voilà, on parle vraiment de ce genre de déversement. On peut voir, il y a des fissures, il y a des matériaux en désaffleur, donc forcément là, on a la perte d'adhérence. Un professionnel qui va venir intervenir, va donc gratter, purger, mettre en œuvre un corps de mortier de chaux aérienne pour toute la partie qui n'est plus en contact avec le plâtre, donc c'est-à-dire l'interface avec les matériaux de construction, temps de séchage à respecter. Ensuite, on va avoir un corps de plâtre et une finition idéalement en plâtre pour pouvoir bien reprendre tout le support. Attention, le prix que je vais t'annoncer ne tient pas compte de la mise en œuvre d'une trame, c'est vraiment elle à l'instant T de la traiter. Une fois que l'opération est terminée avec le plâtre, ça sèche et c'est donc en attente d'un complément de travaux préparatoires. Il faut compter globalement au moins 200 € hors taxe le mètre linéaire et viendra s'ajouter la mise en œuvre d'une trame. Elle n'est pas simplement mise ici un petit bout et ici un petit bout. Il va falloir s'élargir pour pouvoir répartir les contraintes. Tu vas ajouter aux 200 € hors taxe et mètre linéaire facilement 80 à 90 € hors taxe le mètre carré pour la mise en œuvre de la trame. Cette dernière sera ensuite noyée et recouverte par l'enduit. On poursuit notre petit tour sympathique avec les fissures. On va s'intéresser à celles qui sont présentes au plafond. Alors attention, dans l'ancien, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le réflexe de lever la tête, surtout quand on a une hauteur sous plafond assez importante. Tu n'es pas toutes les secondes à faire ça en train de regarder. C'est un réflexe qu'il faut avoir l'habitude de prendre. Si c'est toi qui vas faire en plus les travaux derrière, enduire, mettre en œuvre une trame, gratter un plafond, c'est toujours un peu plus délicat, un peu plus complexe, alors qu'un mur, bon, c'est déjà un petit peu plus simple. Prenons le cas de cette fissure, elle est particulièrement intéressante. Elle apparaît sous le congé de plafond. Le congé, c'est toute cette partie ici arrondie, on peut le voir là, le galbe. Ça permet de faire une transition douce entre le haut des murs et le plafond. On remarque une bonne petite fissure. Elle vient ici un petit peu se poursuivre, elle continue et là rebelote. Elle part sensiblement sous le congé pour se terminer, on va dire, voilà, à la jonction entre la face de mur, donc vraiment la façade à l'est. Ça tombe bien, on est dans un cas concret. Cette fissure apparaît parce que tu as un déversement de mur. Le congé de plafond est vraiment un ouvrage esthétique. La résistance mécanique d'un congé est beaucoup plus limitée. Dès l'instant que tu as le haut du mur qui est en perte d'aplomb, le congé, lui, pêcheur, il n'offre pas beaucoup de résistance et il va donc se décoller. Il est même parfois capable, j'ai déjà vu sur des chantiers, de tomber. À force de se fissurer, de casser, il tombe de lui-même. Cela peut se réparer, cela peut se purger. J'ai déjà eu l'occasion moi d'en réparer à diverses reprises. C'est pas, on va dire, un gros souci en soi, mais si tu le vois apparaître et que tu as vraiment sous le congé que c'est fissuré, il faut que ça te mette un peu la puce à l'oreille. Observe bien les murs, observe bien à l'intérieur des cueillis et si tu commences à avoir un peu de fissure, un peu de matériaux en désaffleur, sache que tu es en présence du déversement de murs. À cette époque, nos anciens ne réalisaient pas de faux plafonds comme on peut en avoir dans nos maisons contemporaines, c'est-à-dire plaques de plâtre, fourrure vissée, ça n'existait pas bien sûr. Les plafonds étaient donc composés de plâtre, plafonds solidaires, car ils étaient mis en œuvre sur des petites lattes en bois, en tout cas dans ce logement. Les petites lattes en bois ne tiennent pas par magie. Ces dernières ont un petit espacement d'environ 10 à 15 mm, ce qui permet au plâtre de venir
passer, former des cordons, ce qu'on appelle des clés, pour pouvoir réaliser, donc créer ce fameux plafond plus ou moins rigide, mais du moins un plafond solidaire. Les lattes sont elles-mêmes clouées sur des solives légères de plafond qui ressemblent sensiblement à des chevrons. Les solives sont scellées de part et d'autre du logement. Quand ce dernier n'a pas non plus une taille excessive, on est scellé de mur opposé à mur opposé. En fonction des portées, nos anciens venaient faire reprendre la charge, donc en l'occurrence grâce aux solives, en mettant en œuvre des piges en bois qui ressemblent singulièrement à des tasseaux, mais ces tasseaux étaient eux directement cloués sur la charpente. À un instant T, il ne se passe rien, et même plus largement, la charpente vient d'être posée, nous avons les piges, les solives, il y a une reprise de charge, ce qui permet au plâtre d'être bien cohésif et surtout de ne pas avoir trop de mouvements et de variations dimensionnelles, puisque c'est ce qui provoque une fissure. Mais avec le temps, lorsque la charpente se met à travailler, en particulier la flèche, ou même on va aller plus loin, elles flambent, elles vont donc s'affaisser. Mais étant donné que les piges sont clouées côté solive et côté panne, il y a une pression qui va s'exercer, un phénomène de poussée, qui va donc appuyer sur les solives. Si tu peux aller dans les combles, alors j'entends pas forcément pour y promener dessus, mais au moins ouvrir la trappe et observer, tu vas remarquer ce genre de méthode mise en œuvre. Là, on est en présence d'un lati bois qu'on appelle un bacula, mais on peut également avoir un lati roseau. Et si le logement est plus récent, tu vas avoir un lati métallique. Ici, c'est un bacula, lati bois. Dès l'instant où il y a une contrainte mécanique, c'est quasi immédiat. Puis sur le plâtre, j'appuie sur le bois vers le bas. Ce dernier va automatiquement se fissurer. C'est ce qui s'est produit ici. Ça poursuit. Et tu vois, il y a une ramification dans ce sens. Est-ce un problème majeur? Est-ce que c'est quelque chose qui doit vraiment te mettre un coup de pression? La plupart du temps, la réponse est non. Alors, je ne vais pas te dire que c'est uniquement inesthétique. C'est vrai, c'est pas joli les fissures. Ça va demander un peu de boulot. Mais en soi, le plafond ne va pas dégringoler au sol. Si tu dois conserver le plafond, si la charpente présente une difficulté particulière et que cette dernière doit être refaite, tu vas la refaire et tu remettras en œuvre des piges. Alors pas forcément en bois, ça peut être un autre système avec des cavaliers et des pivots montés sur tiges filetées. Si tu aimes l'ancien et que tu veux réparer en particulier les plafonds, vérifie bien la charpente, ça c'est très important, tu vois. Ça fait vraiment un ensemble qui est lié, des fissures de plafond, comme ça de but en blanc, on ne pourrait pas imaginer que la toiture, en l'occurrence la charpente, a un petit souci. Il faut aller la contrôler, il faut aller vérifier dans quel état elle se trouve. Tu viendras mettre en œuvre une trame en fibre de verre d'au moins 165 grammes, ce qui permettra également de limiter les efforts et surtout d'éviter que l'enduit que tu vas appliquer fissure dans les 6 mois qui suivent. Des fissures de plafond dans l'ancien, ça s'accompagne bien souvent d'une hauteur sous plafond qui est assez importante. On trouve des logements qui ont une hauteur standard de 2,50 m. La plupart du temps, et ici c'est le cas, on est facilement à partir de 3,30 pour aller jusqu'à 3,80 et j'en parle même pas dans les cages escaliers. On peut avoir facilement des cages qui se trouvent perchées à 4,85 mètres de hauteur sous plafond. Tout ceci a donc une incidence et il faut garder à l'esprit que si ton plafond possède des corniches, des congés de plafond, ce coût va augmenter. Pour te donner une idée, dans une pièce comme celle-ci où on a vu des fissures présentes sur le bacula, lati bois, il faut compter un prix de départ d'environ 90 € hors taxe par mètre carré. Si tu n'as pas de congé, on peut arriver à tourner dans les 80 € hors taxe et même un petit peu moins cher si la hauteur sous plafond est entre 2,50 m à 2,70 m. Ça passe, on peut même le traiter à l'escabeau. Mais dès l'instant où il faut mettre une plateforme, un échafaudage, forcément, il y a plus de coûts et plus de, de contraintes à poser parce qu'on est quand même beaucoup plus haut. On vient de le voir ensemble. Toutes les fissures ne sont pas catastrophiques et c'est pas parce que tu es dans l'ancien que ça signifie forcément gros travaux derrière. Si on prend le cas de cette maison, il y a un peu de déversement, l'attique est un peu fissurée, mais je veux dire rien de dramatique. Et puis, il faut quand même garder à l'esprit, on visite un logement ancien. Alors, hormis si on met le prix en rapport, soit parce que tu vas faire des travaux
par des professionnels, soit parce que tu achètes un logement qui est entretenu, tu achètes et tu poses tes valises et l'affaire elle est réglée, pas de souci. Mais dans un logement avec un budget moindre, prix de vente qui est donc moins important, il y a forcément des travaux effectués. Reste simplement à savoir si ce sont des travaux que tu peux financer ou si les fissures que tu observes n'est pas bien méchant et, on va dire, principalement esthétique. Pour avoir l'habitude de rénover tout un tas de logements, si on prend celui-ci, il n'a pas de problème particulier. Je sais très bien qu'un matin, on va pas arriver et on va pas trouver la façade, par exemple celle au sud, dans le jardin. Il n'y a pas de danger, ça n'arrivera pas. Mais il est vrai que certains logements sont beaucoup plus fatigués. Prends donc bien le temps de faire le tour, d'être accompagné de professionnels. Dans tes connaissances, tu peux avoir un maçon. C'est toujours intéressant qu'ils viennent avec toi, t'accompagner, visualiser, voir ce qui va pas. Te donner aussi une notion de coût, parce qu'il y a des travaux qui peuvent coûter 2-3 000 balles, et puis des réparations qui peuvent coûter déjà 20 000 balles. C'est plus du tout la même musique. Ce qui est très important lors d'une visite, et dès l'instant où tu as un petit crush, entre guillemets, avec le logement, ne t'emballe pas. Esthétiquement, la maison peut être très belle, tu peux être dans un cadre exceptionnel, mais si la maison c'est une rougne, qu'elle ne tient pas debout, entre guillemets, c'est l'enfer assuré. Et il vaut mieux passer son chemin. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle te permettra d'attirer ton attention dès l'instant que tu attaques des visites. Je vais même aller plus loin. Si tu vis dans un logement ancien depuis bien longtemps et que tu vas passer au poste travaux, c'est toujours intéressant de prendre un spot et d'aller contrôler un peu la baraque, voir comment ça a évolué. L'essentiel, et ce sera le mot de la fin, prends bien le temps d'observer le support, plafond, mur, et le sol. Il vaut mieux être averti dès le début que d'être dans l'emmerdement pour un moment. Je te fais le petit coucou habituel et on s'intéressera également dans une autre vidéo aux fissures que l'on peut observer sur des terrasses, sur des façades et plus largement à l'extérieur du logement.